trouvons pas dans Amont. Parce que cette peinture n'était pas son but principal, elle est merveilleusement libre, merveilleusement et librement réussie. Ici, un pragmatiste pourrait dire, vous proclamez l'excellence de ces œuvres, mais on ne les joue pas très souvent. On ne les joue même jamais. Nous expliquerons cet abandon momentané par l'état actuel de notre comédie française, dont il fut si longtemps l'auteur attitré. La noble maison, en effet, a tenté de se reproduire par dédoublement, comme l'hydre marine. Cette partie de parturition est longue et douloureuse. Il semble qu'elle lui ôte momentanément le pouvoir de servir un dramatique français. Mais nous savons qu'il ne s'agit que d'une crise et que la comédie reprendra bientôt sa place, qui est la première. Pour les autres théâtres de la capitale, écrasés de taxes et d'impôts, ils n'ont plus les moyens de porter à la scène les pièces qui exigent la présence d'un grand nombre de comédiens. Nos directeurs en sont à blâmer le génie d'Échille qui inventa le second personnage et à maudire Sophocle qui eut du troisième rôle. Et ils rêvent de ces dramaturges économes qui écrivaient en l'an 600 avant Jésus-Christ des pièces où un seul héros, sans aucun changement de costume, assurait la représentation dans un seul décor. Voici la description qu'il nous a faite de la présentation. On était dans le train de représenter sur le théâtre d'ombre de véritables pièces. Tandis que les tableaux, paysages, personnages, multitudes paraissaient sur l'écran, debout à côté du piano d'accompagnement, un récitant disait le texte. Dans un mètre carré de toile lumineuse, blanches aurores sur des montagnes roses couchées de soleil dans des ciels de topaz et de cuivre, bleu clair de lune sur une mer doucement agitée, Henri Rivière a fait tenir les plus grands paysages. Il est bien évident, messieurs, que les représentations de ce théâtre, suivies par les meilleurs poètes et les plus grands critiques de ce temps, ne furent rien d'autre que la préfiguration et sans doute l'origine du cinéma parlant en couleur qui vient de faire en quelques années la conquête du monde. Mais Maurice Donnet, dès qu'il avait connu le vrai théâtre, avait abandonné le théâtre d'ombre. C'était un art infirme, dont le mouvement n'était qu'une suite d'immobilité et dont le dialogue n'était qu'un monologue. L'éducation de Prince n'eût jamais été représentée sur la scène, dans les infimes bourgades où le cinéma envoie ses petites boîtes rondes qui contiennent une troupe de premier plan, des décors de grand luxe et un orchestre de 100 musiciens. S'il faut encore citer des chiffres, je dirais qu'en 50 ans, aucune des œuvres du grand écrivain n'a été représentée plus de 500 fois sur la scène, tandis que le film Éducation de Prince a dépassé sa 20 millième projection. De plus, je le dis à voix basse, mais avec une grande joie, nous verrons bientôt sur les écrans son chef-d'œuvre Amant. Non pas le film américain qui vient de lui emprunter ce titre, mais la pièce même de Maurice Donnet. J'ajoute que les producteurs d'aujourd'hui, instruits par l'expérience, n'ont plus un respect superstitieux pour la technique. Ils ont admis que le film parlant pouvait parler, à condition toutefois qu'il eût quelque chose à dire. Ils ont constaté qu'un chef-d'œuvre de l'art dramatique, une fois installé sur l'écran, n'en redescendait que pour changer d'interprète. Ils savent aussi que le succès du film est proportionné à la fidélité de l'adaptation et qu'il vaut mieux choisir l'adaptateur parmi des personnes familiarisées avec la langue française et même avec l'art dramatique. C'est ainsi qu'une école s'est formée peu à peu, l'école de Paris. Certes, elle ne se contentera pas de porter à l'écran les œuvres anciennes. Un art ne peut vivre que d'œuvres nouvelles, conçues et réalisées en vue d'utiliser toutes les richesses, toute la puissance du nouveau moyen d'expression. C'est parce qu'il a écrit Les Vieux Messieurs, où l'histoire infiniment triste de ce nourrisson pessimiste, que les générations nouvelles semblent n'avoir pas compris la grandeur du dramaturge que nous venons de perdre. Je pense que c'est le jour, je pense que c'est l'heure de dire clairement qui fut Maurice Donnet. Les phrases que je vais prononcer ne sont point des paroles de circonstance, ni de ces mots que l'amitié jette comme des fleurs sur une tombe. Je n'ai pas eu l'honneur de le connaître, et je parle avec l'honnêteté de l'universitaire que je suis. Ce qui mesure la valeur d'un écrivain, ce n'est pas seulement son succès auprès des lettrés et du public, c'est surtout son influence sur la littérature de l'époque suivante. Eh bien, messieurs, il est certain qu'Amant, en 1895, ne ressemblait à rien, si ce n'est au grand classique, par la pureté de sa ligne dramatique. Il est tout aussi certain qu'après cette date, nous retrouvons le ton et la couleur d'Amant dans un grand nombre de comédies, et en particulier dans les œuvres d'Henri Bataille, dont le style a vieilli, mais dont la vigueur théâtrale reste admirable.
Il est certain qu'Éducation de Prince en 1893 ne ressemblait à rien, si ce n'est aux plus brillantes réussites de Flers et Caillavet, qui devaient triompher 15 ans plus tard. D'autre part, il ne nous paraît pas absurde de dire que le théâtre si brillant de Giraudoux doit peut-être quelque chose, ne serait-ce que son parfum, à Lysistrata et au mariage de Télémaque. Enfin, l'autre danger, œuvre d'une audace inquiétante et paraître, comédie mordante et pittoresque, ont eu sans aucun doute une influence sur le génie incontestable d'Édouard Bordet. Bataille, Flers et Caillavet, Giraudoux, Bordet, certes, je ne dis pas que ces vrais dramaturges avaient décidé, chacun pour son compte, d'imiter et de prolonger l'une des œuvres de Maurice Donnet. Je dis que les voies dans lesquelles ils se sont engagés et qui les menèrent si loin, c'est Maurice Donnet qui les avait ouvertes et que ses œuvres vivent pour en témoigner. On dira, il est bien difficile d'admettre que des écrivains aussi différents aient pu choisir le même modèle. C'est que ce modèle fut à chaque instant différent de lui-même. Il nous a laissé 3 comédies musicales, un opéra, 3 comédies légères, 6 comédies de mœurs, 8 comédies de caractère, 6 comédies dramatiques, 2 revues, un grand nombre de petites œuvres que la Société des auteurs appelle monologues, mais que je préfère nommer poèmes, 2 livres de souvenirs, une centaine de discours. Il a tout fait, car il savait tout faire, et il a laissé dans chaque genre, souvent un chef-d'œuvre, toujours un modèle.